Alors bon bah merci à toutes, à tous. Là je crois qu'on est pratiquement que entre femmes, donc merci à toutes de vous être inscrites pour ce webinaire. Et puis surtout merci à Laura et Clémence d'avoir accepté d'intervenir pour parler, d'échanger autour de la thématique de l'inclusion des personnes avec TSA au sein de notre société. Quand on a décidé de faire un webinaire, dans le cadre de la Journée mondiale de la sensibilisation à l'autisme, on a décidé d'aborder cette thématique parce qu'à nos yeux, même si on parle de plus en plus d'inclusion dans la société, il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Et nous, on pense que c'est en organisant des temps d'échange comme ça, en continuant d'informer, que ce soit aussi bien les professionnels que les familles, et puis du coup en sensibilisant, que les choses vont pouvoir avancer et que toutes les actions vont devenir un petit peu plus concrètes. Pour commencer, du coup, je vais laisser Laura se présenter pour qu'elle vous explique un peu son parcours et ses formations. Et puis après, je laisserai Clément se présenter à son tour. Du coup, bonjour tout le monde. Merci Marine pour l'invitation. Du coup, je m'appelle Laura Dia. Je suis psychologue clinicienne de formation. Ça va faire maintenant plus de 6 ans que je travaille dans l'autisme. J'ai commencé en tant qu'intervenante éducative dans une association qui travaille avec la méthode ABA. Et là, ça va faire 4 ans du coup que je travaille comme psychologue au sein de l'association Le Silence des Justes, dans 2 dispositifs différents, dans un accueil temporaire qui propose du coup une prise en charge en temps partiel d'éducation spécialisée et dans une unité d'inclusion scolaire pour des jeunes entre 3 et 13 ans qui sont scolarisés du coup dans le milieu ordinaire, dans des établissements publics ou privés et qui ont besoin du coup de prise en charge supplémentaire pour leur permettre de suivre les cours et de développer l'inclusion du coup dans ces cadres-là. Voilà. Merci. Clémence, je te laisse te présenter aussi à ton tour. Alors, bonjour à toutes. Merci également Marine pour cette invitation. Du coup, je suis également comme Laura, psychologue clinicienne de formation. Ça fait à peu près maintenant 13 ans que je travaille dans le champ de l'autisme. Donc, j'ai pu accompagner pendant mes études un enfant en situation de handicap avec TSA à l'école. J'ai également réalisé plusieurs stages en IME. Et après mes études, après l'obtention de mon diplôme de psychologue, j'ai travaillé dans une structure spécialisée ABA, dans un CESAD. Là, actuellement, je travaille dans une UEMA, donc Unité d'enseignement maternel autisme, qui a pour vocation, du coup, c'est un peu la thématique d'aujourd'hui, d'inclure des jeunes enfants entre 3 et 6 ans dans le cursus ordinaire scolaire. Et j'interviens également en libéral auprès de familles ou de jeunes à l'école ou au domicile. Oui, c'est 2 parcours qui sont complémentaires et c'était pour ça que c'était intéressant de vous avoir toutes les 2. Donc merci beaucoup d'avoir accepté. Et avant de poursuivre, peut-être, n'hésitez pas si vous avez des questions à poser pendant le webinaire, vous pouvez les poser sur le chat. Si c'est des questions qui nécessitent qu'on rebondisse sur ce qui va être avancé, je me chargerai de les lire. Et puis de toute façon, on a prévu un temps de questions-réponses, des remarques, un temps d'échange à la fin du webinaire. Voilà, n'hésitez pas à poser vos questions au fil de l'eau via le chat sur le côté. Peut-être je vais me présenter avant de continuer. Moi, je m'appelle Marine Lisambert, je suis la fondatrice et la CEO d'Originel. Moi, j'ai un parcours en tant qu'éducatrice spécialisée dans le domaine de l'autisme. Ça fait une dizaine d'années que j'ai pu exercer dans plusieurs lieux, également au domicile des familles directement en mode libéral. C'est à travers les différentes expériences d'éducatrice que j'ai pu travailler respectivement avec Laura et puis Clémence. Et puis il y a maintenant 3 ans, j'ai décidé de créer Originel, qui est une société qui propose plusieurs services pour accompagner les familles et puis notamment surtout une application qui permet de centraliser toutes les informations relatives à la prise en charge et de coordonner toute l'équipe pluridisciplinaire. Donc, de faciliter un peu cette charge qui repose souvent sur les épaules des parents ou en tous les cas souvent également sur les épaules des psychologues qui sont en charge de la coordination du projet. Donc, on pourra en discuter si vous le souhaitez plus longuement. Mais voilà, en tous les cas, dans cette thématique, on a décidé de s'unir tous les 3 pour parler de cette
inclusion. On va voir si elle existe et comment elle existe. En tous les cas, l'inclusion des personnes avec TSA. Hop. Donc peut-être pour commencer, alors je ne sais pas du tout dans les inscrits, les personnes qui sont là avec nous présentes, qui a quelle connaissance de l'autisme. Donc je pense que c'était bien de faire un rappel assez rapide, de donner une définition de l'autisme, des caractéristiques et puis de toutes les spécificités sensorielles qui peuvent toucher les personnes avec TSA. Donc je vous laisse la parole, Laura Clémence, pour en dire un petit peu plus. Du coup, actuellement, quand on parle de TSA, du coup, de troubles du spectre autistique, on parle surtout de la diade autistique, qui sont deux caractéristiques essentielles de l'autisme. Une, c'est le fait qu'il y a un déficit dans la communication et les interactions sociales. Et deuxièmement, c'est le fait qu'il y a un caractère restreint répétitif de certains intérêts et certains comportements. Ce qui, pour moi, est très important lorsqu'on parle de TSA, c'est qu'il faut comprendre qu'il s'agit d'un vrai spectre. Et de ce fait, les profils peuvent être très variés, même si ils ont en commun ces deux caractéristiques-là. Et les profils, s'ils sont si variés, c'est parce que on va aussi prendre en compte le degré de sévérité, du coup, qui est associé au TSA, qui va dépendre du fait qu'il y ait ou pas de déficience intellectuelle, du fait qu'il y ait ou pas langage vocal. Le profil va aussi changer dans le fait où s'il y a des comorbidités, de ce fait des troubles associés, les symptômes et les caractéristiques qu'on va voir chez la personne, elles vont pouvoir changer d'une personne à l'autre. Voilà, pour moi, c'est important de garder en tête qu'il s'agit de profils de personnes avec TSA parce que selon le degré de sévérité et les comorbidités, les troubles qui vont être associés, comme le TDAH, l'épilepsie, les troubles 10, vont montrer des caractéristiques du coup chez la personne qui vont être différentes les unes des autres. Voilà, je laisse Clémence compléter. Oui, on retrouve également dans la diade autistique les particularités sensorielles, donc qui sont soit donc de l'hypersensorialité ou de l'hyposensorialité. Donc dans l'hypersensorialité, on va retrouver au niveau des différents sens une gestion, une intégration de l'information extérieure qui va être beaucoup plus élevée. Donc par exemple, des sons qui vont être ressentis de façon plus intense et qui peuvent gêner la personne avec TSA, en tout cas certaines personnes avec certains profils sensoriels particuliers. Et dans l'hyposensorialité, l'intégration d'informations sensorielles qui sont plus basses que chez les neurotypiques, donc les personnes qui ne présentent pas de troubles neurodéveloppementaux. Donc, ce qui est important également pour moi à ressouligner, repréciser dans la diade autistique, comme le disait Laura, c'est que ça va générer des profils très variés de personnes, donc un peu différentes. Et on va mesurer du coup le degré d'aménagement qu'on va mettre en place pour ces personnes-là pour favoriser leur inclusion. Et on a un petit rappel, donc pourquoi également l'importance de l'inclusion des personnes avec TSA, c'est que la prévalence actuelle est assez importante. 700 000 personnes qui sont touchées en France, actuellement une personne sur 100. Et petit rappel également sur le fait que l'autisme n'est pas une maladie, mais un handicap, donc qui nécessite des aménagements spécifiques dans la société actuelle. Peut-être ajouter le fait que... Oui, pardon Marine. Non, vas-y. Non, vas-y. Juste rajouter le fait que dans cette diade autistique, il y a vraiment cette absence des troubles du comportement dont tout le monde parle. Souvent, les personnes qui connaissent peut-être moins ce type de troubles vont souvent associer autisme avec troubles du comportement. Il faut comprendre que ces troubles sont l'impact de ce déficit de la communication qui agit énormément chez ces personnes. Et oui, c'était pour ça que voilà, ça nous semblait important effectivement de rappeler toutes ces caractéristiques, parce que comme on va le voir dans la suite du webinaire, comme l'a souligné Clémence, ça va nécessiter des aménagements. Et si on n'a pas cette compréhension déjà des troubles associés, on va avoir du mal à mettre en place des aménagements efficaces. Et d'ailleurs, ça me permet de faire une transition et d'enchaîner sur une question que j'ai envie de vous poser sur l'inclusion que vous pouvez constater, vous avez pu observer sur la situation en France. Alors, évidemment, avec votre prisme, avec votre expérience sur les différents lieux où vous avez pu intervenir, comment vous définiriez l'inclusion en France, les difficultés, enfin,
voilà, sur les différentes sphères que vous pouvez observer. Donc, la sphère sociétale, la sphère familiale, et puis également la sphère donc, des personnes qui sont directement touchées par l'autisme. Du coup, de mon côté, alors au niveau sociétal, c'est vrai que moi, au quotidien, je travaille pas mal avec les écoles, je travaille pas mal avec du coup des artistes qui sont auto-entrepreneurs, que ce soit dans le monde de la danse, de la musique. Je travaille du coup aussi avec beaucoup de partenaires d'établissements culturels, comme la Philharmonie de Paris. Du coup, en termes de services au sein de la société culturelle, je vois qu'il y a quelques petites démarches afin d'inclure davantage ces personnes-là dans les lieux culturels. Actuellement, du coup, je travaille pas mal avec la Philharmonie de Paris, qui a un collectif qui s'appelle Culture Relax, je ne sais pas si vous connaissez, qui propose des séances, par exemple, de musique classique au sein de la Philharmonie, où il y a un taux de sièges qui est réservé à des personnes avec handicap, surtout des personnes TSA, ce qui permet de rendre cette séance beaucoup plus flexible en termes de tolérance au bruit. Ça veut dire que ça va être une séance où le public est censé comprendre qu'il va y avoir des personnes avec TSA qui vont peut-être produire des bruits un peu forts, qui vont se lever. Voilà, c'est une séance où il y a cette flexibilité en termes de comportement durant la séance qui est permise. Ça, c'est une démarche voilà, que je trouve très intéressante. De manière générale, dans la société, je trouve que malheureusement, depuis qu'on est tout petit, il y a vraiment cette clivage entre les personnes avec handicap et sans handicap qui se fait au sein déjà de l'école, par manque de moyens, par manque de formation, on le verra plus tard. De ce fait, les personnes qui n'en portent pas de handicap, quel que soit, sont habituées à être dans une collectivité qui est homogène et où les personnes se ressemblent énormément. Et je trouve que c'est quelque chose sur lequel il faut vraiment qu'on réfléchisse en termes de sociétal et de ce fait gouvernemental pour essayer de sensibiliser les personnes à cette différence depuis le tout jeune âge. Du côté des familles avec du coup des enfants avec TSA, c'est vrai que j'accompagne beaucoup de familles en souffrance de ce côté-là, qui dans le cadre des écoles se sentent souvent démunis parce qu'ils manquent d'interlocuteurs pour qu'ils puissent du coup exprimer aussi à travers lesquels ils puissent exprimer la souffrance et les difficultés qu'ils ont à intégrer leur enfant. Il y a quelques écoles qui savent accueillir les familles, qui savent proposer du coup des rencontres au sein des écoles, mais pour moi, ça reste une inclusion pour les familles qui est très compliquée. Je sais qu'il y a des cafés parents qui sont faits au sein de centres de ressources autisme, au sein de maisons des parents dans les différentes villes, qui permettent du coup aux familles de les accompagner dans cette inclusion-là. Et pour finir, pour les personnes avec TSA, voilà, le collectif dont je parlais, ça permet aussi les inclusions pour eux parce que c'est des séances où ils peuvent y aller de manière libre, s'inscrire quand ils veulent. Je pense aussi qu'il y a énormément de travail encore à faire pour eux dans le fait où, à part ces lieux-là, au niveau culturel et artistique, les aménagements sont encore peu présents. Et je trouve que ce côté-là, il faut énormément développer. L'accès aussi aux loisirs, les personnes avec TSA qui souhaitent partir en vacances, en colonie, c'est toujours un peu compliqué en termes d'encadrement. Il n'y a pas suffisamment d'encadrement. Il y a toujours besoin d'avoir un groupe. Il faut souvent que ce soit dans un groupe avec d'autres personnes avec handicap. Voilà, je trouve qu'il y a des choses qui se passent, mais qui restent insuffisantes. Et toi, Clémence, est-ce que tu as le même constat que Laura sur l'inclusion en France? Oui, je partage le même retour d'expérience que Laura. Je voulais ajouter au niveau de la société, c'est vrai que là, ces dernières années, la représentation des personnes avec TSA tend à évoluer, notamment par la médiatisation avec voilà, la sortie de certains films ou de séries qui parlent de personnes avec TSA. Mais il y a toujours une représentation qui existe en France qui n'est pas toujours la plus exacte ou qui peut être assez erronée. Donc, notamment par moments, le côté un peu le TSA qui est un génie, voilà, qui a des compétences exceptionnelles. Il peut y avoir ce type de retour ou au contraire, voilà,
tout le versant des personnes TSA avec déficience intellectuelle peut aussi un peu passer à la trappe, en tout cas n'est pas assez visibilisé. Après, au niveau scolaire, il y a des initiatives qui voilà, commencent à être mises en place, notamment avec le développement d'unités d'enseignement maternel, comme je l'expliquais, ou d'unités d'enseignement élémentaire. Donc, c'est des initiatives qui sont encore trop peu développées, malheureusement, en France, mais qui commencent en tout cas à participer à l'inclusion des personnes avec TSA, tout du moins dans le milieu scolaire, et idem dans le milieu de l'entreprise. Ça commence petit à petit, on voit émerger des initiatives pour intégrer de plus en plus les personnes neuroatypiques. Complètement. Et moi, oui, mais excuse-moi, okay, Laura. Tu voulais compléter par rapport Ouais, non, mais voilà, je renforce en tous les cas votre constat. Moi, j'ai particulièrement, on va dire, travaillé auprès des familles à domicile, et c'est vrai que le constat des familles, c'est bon, bah il y a ce regard de la société qui est compliqué parce que il y a une méconnaissance, et puis ça me permet d'introduire la question suivante qui était, voilà, j'allais vous interroger sur le pourquoi, selon vous, il y a encore cette difficulté quant à l'inclusion en France. Et je pense, pour introduire certaines billes et en tous les cas, certaines observations que j'ai pu faire, c'est qu'il y a ce regard de la société qui est mésinformé de tout ce qui est trouble associé, tout ce que ça peut engendrer dans le quotidien d'une famille, chez les personnes avec TSA. Et donc ça, c'est un principal niveau de difficulté qui en fait fait peur de ce que je ressens, c'est que la société, souvent, comme tu l'as dit, Clémence, soit on met en avant des personnes avec TSA plutôt avec un spectre, on va dire plutôt presque Asperger, même si on n'utilise plus ce terme aujourd'hui, de très haut niveau, donc représentés comme des petits génies qui vont avoir une facilité déconcertante à être inclus dans la société. Et même ça, c'est faux. Puisque même une personne de haut niveau va avoir ses propres difficultés en termes d'inclusion, va avoir des besoins spécifiques qu'il faut que la société entende. Et voilà, en tous les cas, c'était juste pour compléter ce que vous disiez. Moi, je trouve qu'il y a encore beaucoup trop de difficultés. Et maintenant, quant à savoir le pourquoi du comment cette situation est telle qu'elle est en France, je vous laisse à nouveau la parole. Si tu me permets que je rajoute un Oui, petit bien sûr. chose. Je ne sais pas si vous connaissez du coup les CLAP, les centres de loisirs à parité. C'est du coup des centres de loisirs où il y a 50% de personnes sans handicap, 50% de personnes avec handicap. Et je trouve que c'est intéressant parce que ça pose la question aussi de ces familles qui vont choisir de mettre les enfants dans ce type de centre-là. Qu'est-ce qu'ils cherchent avec ça? Voilà, élever leur enfant aussi avec cette culture de la différence, cette acceptation de la différence de l'autre. Et je pense que ce genre de lieu est intéressant pour vraiment travailler sur cette question des représentations, comme tu disais, Clémence, de la tolérance. Voilà, juste par rapport à ce qu'on avait dit avant. Ouais, non, mais complètement. Sinon, pour reprendre ta question, la question était par rapport aux limites, c'est ça? Qu'est-ce qui limite cette C'est surtout, oui, c'est ça. Qu'est-ce qui limite aujourd'hui? Donc là, on a parlé surtout du regard et de la méconnaissance de ce handicap, mais je pense qu'il y a d'autres facteurs, et je pense que c'est important de les identifier pour les comprendre, pour ensuite pouvoir mettre des actions plus concrètes et essayer de favoriser l'inclusion. Du coup, déjà, je pense que Clémence, elle pourra compléter, mais en termes de formation du professionnel de l'éducation nationale, il y a une énorme carence en termes de formation autour du TSA. Plus précisément, il y a une formation je ne connais pas exactement le taux horaire, mais qui traite le handicap en général et le TSA en toute petite minorité, ce qui fait que sur le terrain, les maîtresses, les professeurs, les ESH ne peuvent pas finalement venir en aide comme il faudrait aux élèves avec handicap, sachant qu'actuellement en France, avec l'éducation nationale bénéficie de très peu de financement et l'argent est très mal distribué, ce qui fait que déjà auprès d'élèves sans handicap, la scolarisation est très compliquée. Du coup, si à cela on rajoute le manque de connaissances, on a quand même des professeurs qui sont débordés et qui des fois font avec les moyens qu'ils ont, souvent. Sinon, en termes aussi de financement, moi je travaille du coup dans le 93, Seine-Saint-Denis, du coup un département qui est quand même très précaire et où voilà, socialement c'est compliqué.
Récemment, du coup, je parlais avec le PCPE, du coup, pôle de compensation et prestations externalisées, qui est un pôle qu'on peut saisir lorsqu'on a besoin, lorsqu'on est dans une situation complexe, avec zéro du coup solution, où on peut, à travers le PCPE, en le saisissant, avoir un petit budget pour payer un éducateur qui vient de temps en temps au domicile, faire des sorties, voilà, les aider par rapport peut-être aux établissements et aux orientations. Là, on est au mois d'avril. En février, la directrice du PCPE me disait qu'ils n'ont plus d'argent pour cette année. Ça veut dire que le PCPE qui est censé financer des colonies de vacances et des séjours de répit pour les enfants n'a plus d'argent pour tout le 93. Et là, on est en avril. Avec toutes les situations complexes qu'on connaît au 93, aucun enfant pourra partir en séjour ou en séjour long, hein, de 1 semaine, ou week-end de répit. Voilà. Je trouve que ça touche à l'inclusion parce qu'on parle de séjour, on parle de bénéficier quand même de temps à l'extérieur, de colonies comme les autres enfants sans handicap peuvent avoir, et ce qui n'est pas possible du coup parce que l'État ne finance pas ce type de démarche-là. Oui, puis je me permets de vous couper parce que là, je vois sur le chat que vous réagissez aussi. Voilà, sur le fait, là, il y a une Claire qui disait un autiste dans une classe de 36 élèves, 3 petits points. Donc ça en dit long évidemment sur la prise en charge de qualité et l'inclusion qui doit faire défaut. Céline qui rajoutait ça ne serait pas mal que les parents puissent entrer dans l'école ainsi que les professionnels puissent aussi communiquer avec les enseignants. C'est un travail d'équipe et ça, je pense qu'effectivement, c'est un petit peu ce que peut-être Clémence, tu allais pouvoir rajouter aussi sur le travail d'équipe puisque c'est une grosse part de ton quotidien. Tout à fait, ouais, effectivement, le jeune avec TSA ou l'usager avec TSA est vraiment au cœur de son projet. Donc, c'est un travail d'équipe avec les différents professionnels et partenaires, voilà, différents milieux de vie en tout cas de l'usager. C'est effectivement ce qu'on peut rencontrer, hein, des difficultés de communication entre les différents partenaires, donc voilà, école, famille, professionnels. Mais moi, j'ajouterais également en termes de difficultés actuellement en France pour favoriser l'inclusion, c'est également le manque de professionnels formés, avec également une rémunération qui soit adéquate. Là, actuellement, le nombre d'éducateurs et d'éducatrices, en tout cas en Île-de-France, est en chute. On a beaucoup de difficultés à recruter des professionnels qui soient formés aux stratégies éducatives qui sont recommandées par la Haute Autorité de Santé. Et également, on peut aussi parler pour notre cas, Laura, le manque de psychologues, superviseurs qui sont également formés à ces stratégies. Donc, ce qui peut participer, en tout cas, quand dans un projet idéal, le jeune est entouré, voilà, d'une psychologue, une éducatrice qui travaille, qui est supervisée par la psychologue, de la famille qui est également formée aux recommandations et aux stratégies qui sont recommandées. On voit bien que l'usager évolue et progresse, voire même parfois assez rapidement, et on peut l'observer une fois que les aménagements sont mis en place. Mais il faut que tous ces éléments-là soient réunis, et avec, bien évidemment, la collaboration de l'Éducation nationale ou pour le milieu pro, en tout cas, de pouvoir sensibiliser les entreprises ou de mettre en place des aménagements de postes ou d'horaires par la suite. Et l'ouverture de postes, là, je suis allée du coup parce que comme moi, du coup, je travaille dans une unité d'inclusion scolaire, du coup, je me rends souvent dans les écoles et dans une des visites que j'ai effectuées dans la ville de Stein, la psychologue, elle me disait qu'elles étaient 2 pour 900 élèves. Voilà. Quand parmi ces 900 élèves, il y en a peut-être 2%, 3% qui ont un handicap ou un TSA, venir en aide et penser une inclusion avec les professionnels de chaque classe, je veux dire, c'est pas possible. En termes de disponibilité de temps, d'effort, quand je vois tout ce que ça demande de penser à l'inclusion d'un seul élève dans une seule classe, par rapport à ce que tu disais, d'essayer de communiquer ensemble, organiser les déplacements des psychologues sur place, emmener les éducateurs, former les AESH, tout ça, c'est un travail énorme juste pour un seul élève. Alors, je pense qu'il y a un énorme travail, comme tu disais, Clémence, de financement de plus de professionnels, d'ouverture de postes aussi, pour pouvoir accompagner davantage l'élève dans l'inclusion scolaire.
Et puis, ce qui était intéressant aussi dans ce que tu disais, Laura, tout à l'heure, sur le fait que tu parles des CLAP, donc des centres de loisirs qui favorisent l'accueil, l'inclusion, en tous les cas, des personnes avec handicap et des personnes dites sans handicap, hein. Après, bon, les termes, chacun utilise les termes qui lui conviennent. Mais en tous les cas, voilà, il y a cette partie-là. Mais je pense qu'il y a effectivement les aménagements au sein des classes, donc avec l'accès aux formations pour les professionnels, pour qu'il y ait de plus en plus de professionnels qui soient habilités, formés, sensibilisés, qui puissent accompagner les jeunes. Donc ça, vous l'avez bien résumé et bien, je pense, mis en évidence. Et il y a aussi pour moi, le double effet qui est aussi de sensibiliser les enfants qui vont eux-mêmes en fait intégrer donc avec une facilité, on le sait très bien parce que pour l'avoir vécu toutes les trois, souvent les enseignants anticipent le bien-être des autres enfants dans la classe en disant qu'ils vont être dérangés, perturbés, tout ce qu'on veut. Et en fait, les enfants, eux, n'émettent aucune difficulté à intégrer leurs camarades, si tant est qu'ils soient sensibilisés aussi, c'est-à-dire informés en début d'année sur les caractéristiques, les besoins particuliers, les spécificités, etc. Et en général, les jeunes, c'est nos meilleurs ambassadeurs parce que eux ont pas cette vision que la société peut porter parfois qui est un peu lourde. Et surtout, ces enfants-là qui vont pouvoir côtoyer des personnes avec TSA dès tout petit, vont grandir aussi avec cette vision voilà, de l'inclusion qui pour eux va être juste une condition normale qui devrait être mise en application par la suite et ça devient, on va l'espérer en tout cas, de jeunes adultes qui vont pouvoir sensibiliser leur entourage et favoriser tout ça. Donc c'était aussi, je trouve qu'il y a vraiment un double effet dans le côté sensibilisation dès tout petit à l'école parce que ça touche autant les adultes, on va dire, que les enfants. Et ouais, il y a plein de choses il y a plein de choses qui peuvent en découler d'assez bénéfiques. Donc, Je mais en pense tous les cas, qu'on oui. on oublie quand même un point important, c'est que l'école, c'est le lieu où on apprend la sociabilisation. C'est souvent quand j'en vais dans les écoles, ils me disent, mais il regarde pas, mais il va pas vers les autres. Mais c'est le lieu pour lui apprendre ça. C'est le lieu. Et quand on voit les jeunes de nos jours, comment ils communiquent entre eux, comment ils interagissent, des jeunes sans handicap, je trouve qu'il y a énormément de choses qu'il faut leur apprendre encore. Il y a des modes de relationnel qui sont quand même qui sont complètement dysfonctionnels actuellement entre les jeunes et de plus en plus, on le voit surtout entre adolescents. Alors, c'est le lieu pour leur apprendre ça. Et je pense que dans l'école, on devrait davantage davantage inclure dans le contenu scolaire la sociabilisation, comment on interagit de manière adaptée, que ce soit pour des jeunes avec handicap ou sans handicap, parce que ça bénéficie tout le monde. Et on voit de nos jours qu'il y a quand même des problèmes relationnels dans cette génération qui font que l'inclusion est même compliquée pour des personnes qui s'éloignent un tout petit peu de la norme. Mm, mm. Complètement. Et là, donc, vous parliez des CLAP tout à l'heure ou des UMA avec Clémence, puisque toi, tu as pu créer une UMA en tous les cas. Et est-ce que à votre sens, vous connaissez d'autres actions qu'on pourrait mettre en place donc, à l'échelle collective, évidemment, déjà individuelle et puis à l'échelle collective, des recommandations qui pourraient permettre peut-être à des personnes qui seraient là présentes ce soir de se dire moi j'ai très envie, mais voilà mes freins, voilà mes appréhensions, mes peurs. Et ou alors souvent le discours qu'on peut entendre, c'est bon c'est pas moi avec à ma petite échelle qui vais de toute façon changer les choses. Et en fait on se rend compte que les actions individuelles peuvent devenir collectives. Et du coup voilà, peut-être que par rapport à ça, Clément, si tu veux commencer. Ouais, du coup, oui, effectivement, ça fait écho à ce qu'on vient de dérouler au niveau des difficultés d'inclusion, hein. Donc, sans surprise, la formation des professionnels. Donc, professionnels, ça peut être les professionnels de l'éducation nationale ou... enfin, oui, pas du tout. Professionnels, plutôt, je parlais des éducateurs et des éducatrices, voilà. Et également la formation des parents. Et tout ça, il existe des ressources qui sont disponibles sur Internet, notamment sur le site du CRA, Centre Ressources Autisme. Il y a plusieurs modules du coup de formation en ligne, donc qui permettent, bon, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est déjà en tout cas un commencement de former les professionnels et les parents. Il y a vraiment 2 modules spécifiques. Et puis également se renseigner sur les organismes de formation qui parfois, en tout cas, peuvent faire des tarifs préférentiels pour les professionnels qui travaillent dans le champ de l'autisme et également pour les familles et les aidants. Et Laura, si tu veux De peut-être mon côté, compléter. du coup, c'est vrai que j'ai parlé du coup de culture relax avant, mais du coup, j'avais pensé plutôt à culture relax pour cette question.
dans le fait où c'est quand même une initiative qui propose une inclusion directe des personnes avec TSA au sein du coup de la vie culturelle puisque c'est des séances qui se déroulent dans un programme typique d'un lieu culturel comme la Philharmonie. À part ça, là pour le moment, il n'y a rien qui me vient. Oui, c'est ça, c'est vrai que ça reprend un petit peu la question précédente et nos échanges, hein, quant à la formation des professionnels des parents dont tu viens de parler, Clémence, la sensibilisation dans les établissements. Ça, c'est quelque chose qui est trop peu mis en place. Enfin, en tous les cas, moi, à ma connaissance, je connais par exemple aucun collège en Île-de-France qui prévoit en début d'année vraiment de sensibiliser le reste de la classe. C'est vraiment des initiatives qui restent très personnelles. Donc, soit l'éducatrice, soit la psychologue qui est en place dans le projet, qui va proposer à l'école de pouvoir sensibiliser et expliquer au reste de la classe, ou bien parfois les parents eux-mêmes. Mais c'est trop peu le cas et c'est quelque chose qui est complètement balayé. Donc, ça, c'était important aussi. Et puis dans l'entreprise, puisque je vois qu'il y a une des remarques, donc s'il n'y a pas d'école, il n'y a pas de vie autonome une fois adulte. Et c'est vrai que cette vie autonome, que ce soit par le biais de l'insertion professionnelle, déjà par le biais des stages et ensuite par l'insertion professionnelle, c'est encore des initiatives qui sont super timides. Et je sais que toutes les deux, et peut-être plus toi Clémence, vous y avez déjà été confrontées aux difficultés de trouver des stages pour vos jeunes dans des entreprises qui acceptent ça, quoi. Alors, pas forcément de difficulté à trouver le stage, mais plus après à faire respecter les aménagements. Du coup, expliquer, enfin, ça après, c'est tout le travail de communication autour des particularités du jeune hein, qui est accueilli en stage, mais en tout cas, expliquer les particularités sensorielles, cognitives, quels sont les différents aménagements qui peuvent être mis en place. Et c'est vrai que ça a l'air assez récent et nouveau, en tout cas pour les différents partenaires dans le milieu professionnel. Ils sont pas, enfin, en tout cas, les personnes que j'ai pu rencontrer n'étaient pas encore habituées à ce type de démarche. Donc, j'espère que par la suite, ça va un petit peu se populariser et qu'il va y avoir une sensibilisation un peu générale. Et surtout, chaque pierre, enfin, je veux dire, chaque sensibilisation qui est faite pour un jeune dans un stage ou dans une école servira par la suite pour l'inclusion des autres jeunes, car les professionnels seront un petit peu plus formés, ou en tout cas un petit peu plus sensibilisés à cette question. Oui. Là, je viens de me rappeler du coup d'un projet actuel qu'on mène avec l'accueil temporaire dans lequel je travaille. On a créé un partenariat du coup avec Maeva, qui est une entreprise de loisirs et de vacances, qui du coup, dans le cadre de leur démarche pour développer l'inclusion et dans la démarche de sensibilisation à l'handicap, on nous propose du coup on finançait du coup des séjours d'une semaine où ils payent du coup des cottages au sein du coup d'un club de vacances typique pour que voilà, les familles et nos jeunes puissent passer une semaine dans ce type de lieu. C'est quelque chose qu'ils ont mis en place. Ce qu'ils font aussi, c'est que du coup, ils envoient une fois par mois quelqu'un, un professionnel de leur entreprise, pour venir chez nous présenter son travail. Du coup, ça varie du coup selon les personnes qui nous envoient. Des fois, c'est des professionnels qui travaillent autour de la com. Des fois, ils nous envoient des personnes qui travaillent dans le ménage. Et du coup, à chaque fois, ils viennent, ils présentent le travail. Et le but, c'est que nos jeunes puissent découvrir du coup des métiers en dehors de ce qui potentiellement à quoi ils peuvent prétendre actuellement dans la société. Parce que malheureusement, les adultes avec TSA se retrouvent souvent dans des ateliers, dans de conditionnement aussi, dans des DSAT où ils font vraiment des activités qui sont assez restreintes en termes de choix. Et là, le but, c'est vraiment d'élargir tout ça et de pouvoir se dire, bah, l'inclusion, elle est aussi dans le choix et dans cette possibilité de choisir aussi son avenir. Et dans ça, on est vraiment très, très loin parce que déjà, on n'arrive pas trop à les amener vers le monde professionnel. Alors, à choisir, c'est encore un autre combat, je pense, qu'il faut mener. Et du coup, justement, bon, là, on explique, on a vu un peu toutes les difficultés, les recommandations, tous les conseils, les actions qu'on peut mener individuelles, de façon collective. Et il y a aussi, même si elles sont pas assez répandues et elles restent assez timides, il y a quand même quelques initiatives qui sont mises en place, qui sont aujourd'hui mises en place dans la société. Donc, bon, on a essayé
d'en citer quelques-unes, mais évidemment, il en existe certainement d'autres. On a Ikea, Carrefour et Vertical Art. Donc, Vertical Art, qui est une salle d'escalade, Carrefour, que tout le monde connaît, Ikea également, qui ont mis en place les heures silencieuses. Donc là, on est vraiment concrètement dans l'aménagement des conditions d'accueil du public porteur de handicap. Et là, on parle spécifiquement avec TSA. Donc voilà, donc c'est sur des heures creuses, c'est des heures silencieuses. Évidemment, on pourrait trouver à y redire sur le laps de temps pendant lequel c'est proposé, mais en tous les cas, c'est quand même, en tous les cas, ils ont le mérite d'exister, ces initiatives. Et puis après, on a Oti Consult et Spécialitern, qui sont deux entreprises privées qui sont spécialisées dans l'embauche des personnes avec TSA. Donc, Oti Consult qui embauche des personnes avec TSA qui ont plutôt des profils dans le domaine de l'informatique. Donc voilà, là c'est pas là c'est même au-delà de l'inclusion, c'est-à-dire que ce n'est que des personnes avec TSA qu'ils embauchent et du coup ça permet un petit peu de pallier le manque d'accès parfois aux offres d'emploi qui peuvent exister aujourd'hui ou en tous les cas aux entreprises qui acceptent de créer des aménagements. Et puis après il y a Biscornu et les cafés joyeux. Peut-être Biscornu, tu peux en parler un peu plus que moi puisque c'est une initiative que tu as suivie de près, Clémence. Oui. Du coup, j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer le créateur et d'accompagner le créateur de Biscornu. Donc, l'initiative, c'est d'embaucher des jeunes en situation de handicap, des jeunes TSA avec retard cognitif, de les former à la cuisine et de préparer, en tout cas de préparer un produit final qui sont des bocaux avec vraiment des recettes qui sont délicieuses. Tout ça avec aussi également une démarche écologique car les légumes sont récupérés. Enfin, en tout cas, ce sont des légumes qui sont dits moches, qui ne sont pas vendables. Et donc, ce qui permet d'intégrer des personnes qui n'avaient pas forcément, en tout cas des personnes avec TSA qui n'avaient pas forcément de parcours professionnel, de suivre toute cette formation et d'avoir une carrière, un salaire au sein de cette entreprise. Alors, effectivement, c'est une belle initiative et je confirme que c'est très bon puisque j'ai eu la chance d'y goûter. C'est vraiment chouette. Et puis, l'initiative est très belle. Et comme beaucoup de ces initiatives, bon, pour Oti Consult et pour le reste des grands groupes qu'on vient de citer, je pourrais pas le dire. Mais en tout cas, pour Biscornu, c'est une initiative d'un papa qui est lui-même touché par l'autisme de son enfant. Donc voilà, c'est souvent des initiatives qui partent, on va dire, d'une sphère familiale et qui ensuite deviennent des projets qui sont un peu plus conséquents et qui ont un impact plus grand dans la société et qui surtout encouragent d'autres entreprises à passer le pas et à effectuer cette transition, quoi. Et Laura, je ne sais pas si tu voulais raconter. c'est important de constater qu'il s'agit quand même d'organismes privés, du coup d'entreprises, et qui de ce fait peuvent financer aussi ce type de démarche. Je pense que c'est important aussi de rappeler que voilà, euh, on se rend compte finalement que les financements publics, ils vont rarement, c'est rare qu'ils aillent à ce type de démarche-là d'inclusion. Je pense que dans les villes aussi, excusez-moi, avec les financements des mairies, il y a des choses qui se passent. Je sais que dans certaines ville du 93, il y a et certains cinémas, du coup, Culture Relax, entre autres, prévoient voilà, aussi des séances adaptées avec un son peut-être un peu plus bas, avec accès à des, mmh, à des casques ou autres outils pour les particularités sensorielles. Mais voilà, je pense qu'il y a le domaine privé des entreprises où il y a cet financement aussi qui peut être plus facilement trouvable pour bah, financer tous les activités qui peuvent être pensées pour l'inclusion. Mais dans le domaine public, il reste encore énormément de choses à faire, je pense, à financer et à se dire que c'est vraiment quelque chose de très important et qui mérite un argent suffisant pour le mettre en place. Ouais, il y a un intérêt, c'est toujours un petit peu le nerf de la guerre, malheureusement. Et j'en profite, bon, là, j'ai passé 2 slides au passage, mais je pense qu'on peut peut-être, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on peut peut-être essayer de les mixer toutes les deux. Vous, de vous garder le mot de la fin si vous voulez peut-être parler de rebondir sur un des sujets ou une des questions. Et puis en même temps, d'en profiter pour proposer à ceux qui veulent poser leurs questions, alors soit par le biais de l'écrit, mais ça serait peut-être aussi plus intéressant si vous acceptez de parler directement avec vos micros ouverts. Voilà, les deux sont possibles. Qu'est-ce
Il faut penser à la GFIP pour embaucher les travailleurs avec TSA, oui, effectivement. Bah, je sais pas si Céline, par exemple, vous voulez peut-être rebondir ou intervenir, parce que je trouve ça intéressant Encore. qu'on... Oui, Alors, en fait, la GFIP, parce que quand on va vers les employeurs, que ce soit pour des stagiaires, pour des personnes TSA en alternance, ce qu'il faut apporter à l'employeur, parce que tout de suite, ce qu'il va imaginer, oh, c'est compliqué. En plus, il ne ouais. connaît pas. C'est compliqué. Qu'est-ce que je vais devoir mettre en place? Oh là là, ça ne donne pas envie. Donc, en fait, quand vous arrivez avec tout sur la table, c'est-à-dire les partenaires extérieurs, que ce soit des personnes, bon, en principe, c'est mieux, c'est des personnes qui connaissent le TSA, évidemment, pour expliquer ce que c'est et puis dire, voilà, on peut mettre ça en place. C'est possible. On a les adresses, on a les personnes. Vous avez droit à 4 000 €. Donc ça, c'est tout de suite, ça, comment dire, l'employeur, il se dit, ah, pas mal. Et surtout, les contributions à la GFIP qui diminuent, évidemment. Surtout dans les grosses boîtes, où là, ça peut être très, très cher. Et donc, en principe, quand on y va avec tout ça, ils y réfléchissent à 2 fois. Et puis, en général, les grosses boîtes, parce qu'ils y sont tenus, ont des politiques handicap ou des accords avec l'État. Et ils sont tenus de le faire parce que sinon, ça leur coûte une fortune. Et ça se compte en milliers d'euros. Voire, si c'est une boîte qui a 9 000 employés, un groupe, on va dire, parce qu'avant, c'était par établissement. Maintenant, ils ont changé. La GFIP a dit non, on va faire le groupe, hein, c'est mieux. Et ben, en fait, quand c'est le groupe, il y a 9 000 salariés à peu près. Ça peut monter quand il leur manque, par exemple, 2% de salariés handicapés. Ça peut monter jusqu'à 750 000 €. Ok. Ouais. Donc, C'est vrai que... il faut y aller. Enfin, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Et il faut y aller par ce biais-là, en fait. Ouais, complètement. Bah, c'est ce qu'on remarque, c'est souvent quand il n'y en a pas, ou quand en tous les cas ça risque de représenter un coût pour la société, ça peut représenter un frein. Et effectivement, ce genre d'initiative permet de contourner un peu en tous les cas les discours des grands dirigeants. Et puis après, voilà, ça fait un petit peu penser à souvent on a fait des parallèles entre inclusion et discrimination positive. Et moi, je pense qu'il y a quand même deux. Alors, moi, en tous les cas, moi, j'y mettrais, et ça sera intéressant d'échanger là-dessus, c'est que la discrimination positive, c'est un petit peu ce dont vous parlez et qui permettent d'accéder à une embauche des personnes avec TSA, en tous les cas, qui soient pris en compte dans notre société et dans les sociétés au sens individuel. Mais je pense que l'inclusion, c'est aussi proposer des aménagements une fois que les personnes avec TSA sont inclus. Parce que si c'est une obligation, c'est une obligation. Oui. Donc, après, voilà, la personne, si par exemple, elle est bien épaulée, etc., normalement, à partir de 250 personnes, c'est obligé qu'il y ait un référent handicap dans les entreprises. Là, si les aménagements ne sont pas respectés, la personne va au prud'homme, la boîte, elle perd. Et elle perd beaucoup en image de marque et en argent. Et l'image de marque, je peux vous dire que ça fait mal quand ça se sait que, par exemple, il y a un employeur qui n'a pas mis en place des aménagements pour une personne handicapée ou qui a viré une personne handicapée parce qu'elle n'avait pas d'aménagement et par conséquent, elle ne pouvait pas travailler. C'est ce qu'on appelle du harcèlement aussi. Hein. C'est condamnable. Oui, bien sûr. Mais ça, c'est vrai qu'il faut le savoir. Et en tous les cas, c'est important de pouvoir échanger là aujourd'hui parce que souvent, et c'est vrai que ça me fait penser qu'on l'a pas forcément notifié tout au long du webinaire, mais ce qui va cruellement manquer, c'est l'information. Surtout pour les familles et pour les personnes touchées par le TSA. C'est qu'en fait, il y a effectivement plein de choses et plein de dispositifs qui existent. Alors, plein. C'est jamais trop, hein, mais en tous les cas, il y a des choses qui existent. Et souvent, ce qui va manquer, c'est l'accès à l'information. Donc, c'est important de pouvoir, là, comme vous le faites, redire tout ça, parce qu'il y a peut-être des familles qui sont concernées et qui connaissaient pas tous ces dispositifs et qui vont pouvoir justement les utiliser pour contourner un peu ce système et en tous les cas, favoriser l'inclusion de leurs jeunes.
Je sais. Alors Claire, est-ce que vous voulez intervenir? Je sais pas. Je voyais que ça clignotait. Votre petit rond clignotait. Je sais pas si c'est parce que vous souhaitiez rebondir. Ah, non, je ne sais pas. Il devait y avoir un bruit environnant qui devait faire, Il n'y a pas de souci. je ne sais pas, bouger mon petit micro. Il y a pas de Non, moi, à la souci. limite, si je devais intervenir, je dirais que je suis plutôt alarmée par le manque de structure pour les adolescents, puisque moi, j'ai un ado autiste. Et j'ai beaucoup plus de problèmes aujourd'hui que je n'en avais avant qu'il ait 10 ans, par exemple. Il y a en plus, évidemment, beaucoup moins de bienveillance, puisque l'âge faisant, tout ce qui posait problème quand il était plus jeune, aujourd'hui, évidemment, est encore plus gênant et encore moins bien toléré. Et le fait qu'il n'y ait pas de structure pas assez, en tout cas, moi j'ai un enfant qui est autiste, qu'on disait avant Asperger, donc de haut niveau. Et là, il n'y a pas de. Ça rentre pas dans les cases, quoi. Et voilà. Ouais, donc oui, bah, de toute façon, oui, ça va aussi dans le sens de l'inclusion, parce que même si là, on sait pas forcément une inclusion dans un milieu, on va dire, ordinaire, ça reste une inclusion dans la société, et c'est pas normal qu'en fait, il y ait toute une sphère de la population qui soit complètement délaissée et à qui on ne propose pas de solution. Et là, dans ce cas-là, le cas de votre jeune, mais qui est pas isolé, effectivement, c'est le manque de structure adaptée dès qu'il y a le passage de l'adolescence, et puis voir après le passage à l'adulte aussi. N'hésitez pas, hein, Laura, Clémence, à répondre. Il y a l'aspect de l'âge qui est un facteur important, mais le fait d'avoir, que ce soit un autiste de haut niveau est un problème. Et je me suis parfois entendu dire, mais si votre enfant était autiste profond, recroquevillé dans un coin, en position fétale, vous trouverez une place quelque part à un moment donné. Ouais. Rentre dans le cas case. Je sais pas. Alors, on vous entend très mal sur la fin, mais de ce que j'ai compris, vous allez me dire, je vais essayer de reformuler parce que votre connexion est pas top, donc on vous entend pas bien. C'est que vous disiez que finalement, même dans les cases qui sont déjà établies, c'est-à-dire autiste de haut niveau, autiste plus sévère, etc., bah même là, en fait, on s'y retrouve jamais parce que votre enfant qui est plutôt de haut niveau se retrouve pas dans les cases pour pouvoir avoir un accueil dans une institution. Et s'il avait été autiste plus sévère, il aurait certainement trouvé une place. C'est ça que vous disiez, il me semble. Hop. Je vois que dans le chat, J'arrive pas. c'est ça, le lycée, on est au bout de l'inclusion au lycée, ouais. Ouais. C'est souvent le cas, et je pense que vous l'avez encore plus constaté, Clémence et Laura. Oui, mais de toute manière, moi, les jeunes que j'accompagne, pour lesquels j'ai pu aller le plus loin, c'était vraiment au niveau collège, hein. Et le maximum après ça a été beaucoup plus compliqué de continuer dans le milieu ordinaire, et la sortie a été vers le milieu spécialisé se fait très rapidement. Oui, Il y a Céline. Vous êtes... Ouais. Allez-y, après on donne la parole à Céline qui a levé la main. Oui, je suis tout à fait d'accord. Les marches sont de plus en plus hautes, en fait, au niveau scolaire, pendant la scolarisation. Le passage du collège au lycée, les exigences qui sont attendues sont vraiment en contradiction avec les difficultés des personnes avec TSA. On demande, par exemple, de beaucoup développer à l'écrit, ce qui est vraiment une des difficultés majeures des personnes avec TSA, notamment de haut niveau. En fait, on voit bien qu'après le lycée, les études supérieures sont également difficiles. Et bon, après, on imagine l'insertion à l'emploi n'est pas tout à fait exact, enfin, pas tout à fait envisageable au vu du cursus. Oui, c'est ça, ouais, c'est les gaps. C'est vrai que on pense pas, parce que je sais pas quel pourcentage ça peut représenter de personnes avec TSA qui poursuivent à l'issue du lycée vers les études supérieures. Mais je pense que les difficultés, elles sont effectivement d'un autre ordre encore, et elles sont persistantes, parce que l'accès à l'éducation sur des études supérieures, donc j'imagine dans des amphithéâtres quand il s'agit de la fac, ou alors dans des écoles
voilà, où les classes vont être encore plus conséquentes et il n'y aura pas forcément d'aménagement possible du tout, où tout le monde est un petit peu balancé et il s'agit de suivre si on veut résister. Donc je pense que oui, à chaque étape de la vie du jeune, il y a des difficultés, mais c'est vrai que plus on grandit, plus on a la sensation qu'il n'y a plus rien une fois qu'on arrive à un certain âge, il n'y a plus d'initiative du tout, quoi. Enfin, et ça, c'est assez récurrent comme remarque, ouais. C'est vrai que madame... Excusez-moi. Oui. Pardon. Il y a deux Oui. dispositifs qu'on ne connaît pas en fait. Enfin, un qu'on ne connaît pas, et c'est vraiment dommage pour les élèves qui ont arrêté l'école, qui ont des difficultés au lycée, c'est le DAU, diplôme d'accès aux études. Comment? Le DAU, c'est le diplôme d'accès aux études universitaires. Et là, en plus, maintenant, il y a le dispositif Aspie Friendly à la fac. Et ils sont un petit peu partout en France. Et donc, ils peuvent accompagner l'élève. Et justement, avec ce dispositif, vu que c'est un diplôme officiel, il peut y avoir des aménagements. Et en général, les classes sont beaucoup plus petites, c'est-à-dire qu'il y a une quinzaine, voire 20 grand maximum d'élèves. Il y a 4 matières à passer. Et c'est un diplôme et vous pouvez faire des études universitaires après, ou passer des concours, ou je ne sais pas, faire ce que vous voulez après. Mais voilà, c'est une des possibilités qui existent. Et il est même possible de le faire en distanciel. Ah, ça c'est chouette, ouais. Ouais. C'est des bonnes informations, ça. Ouais. Et c'est toujours pareil, ouais. C'est vrai qu'il y a cette question aussi des troubles 10 qui est quand même assez alarmante, parce qu'il y a énormément d'élèves qui n'ont pas de diagnostic TSA, mais qui pour le coup ont des troubles d'apprentissage sévères. Pour eux, l'inclusion se pose vraiment aussi, hein, dans le fait où continuer dans le milieu ordinaire au rythme qu'il aurait imposé est compliqué. Souvent, les troubles 10, c'est quand même des troubles qui sont très complexes à déceler et à travailler. Et les professeurs, ils sont aussi démunis pour les accompagner et éviter qu'ils décrochent du milieu ordinaire, alors que cognitivement, ils peuvent y arriver. C'est juste qu'il faut ces aménagements-là qui demandent du temps à être pensés et à être mis en place. Complètement. Mais ça vaudrait le coup toujours dans le partage d'informations. Là, je pense qu'on a toutes les trois pris des notes sur toutes les initiatives qui ont été un peu citées. Je pense que en dessous du webinaire qui sera donc rediffusé parce qu'il y avait plusieurs personnes qui voulaient aussi y participer, peut-être remettre dans le descriptif justement toutes les initiatives dont on a parlé. Comme ça permet de partager l'information avec un plus grand nombre de personnes qui pourraient être concernées. Je ne sais pas si vous avez d'autres remarques, d'autres questions, des choses à partager. Non? Ok. Écoutez, en tous les cas, moi j'étais ravie. Merci encore Laura et Clémence d'avoir accepté de participer parce que c'est top, c'est des échanges qui sont hyper importants, même si on peut avoir l'impression parfois d'enfoncer un peu des portes ouvertes et à l'issue de ces échanges de ne pas avoir toujours appris des choses, et encore que là c'est l'exemple qui est complètement démenti parce qu'on a pu partager des initiatives que certainement d'autres personnes ne connaissaient pas. Mais en tous les cas, moi, je trouve que même si c'est parfois la sensation des portes ouvertes, c'est toujours intéressant parce qu'il suffit d'une personne là qui va pouvoir participer à ce webinaire, qui va peut-être changer sa réflexion, son ouverture d'esprit, ou en tous les cas s'interroger sur comment elle peut mettre en place certaines initiatives concrètes pour favoriser l'inclusion, ou alors ne serait-ce que de pouvoir prendre les bons contacts pour aller ensuite s'informer, démarcher, etc. Donc voilà, c'est jamais inutile, et voilà, on va essayer d'en faire assez régulièrement et pas seulement à l'occasion de la Journée mondiale de l'autisme comme c'est trop souvent le cas. Donc l'idée, ça serait de pouvoir en faire assez régulièrement. Donc n'hésitez pas si vous avez apprécié, ou en tous les cas si vous avez des questions, des remarques, quelles qu'elles soient d'ailleurs, sur le format, sur des directions qu'on aurait pu prendre ou qu'on n'a pas pris et qu'on aurait dû prendre.
vous pouvez aussi m'écrire voilà, par le mail que vous avez pu recevoir ou sur les réseaux sur lesquels on est. Donc, n'hésitez pas. Nous, ça nous fait avancer aussi et puis ça nous permet de nous réadapter dans le format. Donc, voilà. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous laisse cette fois le mot de la fin, Laura et Clémence. Et puis on va libérer tout le monde. En tout cas, moi, je voulais te remercier, Marine, pour cette invitation. Et remercier aussi toutes les personnes qui ont participé parce que c'est vrai que même si on peut tous travailler dans le TSA et on peut tous le côtoyer de près, c'est quand même très différent selon aussi les âges avec lesquels on travaille. Selon les âges, il y a des dispositifs qui sont précis et voilà, qui sont adaptés. Du coup, pour moi, de pouvoir aussi avoir des informations sur des personnes avec TSA qui ont des difficultés à un moment de leur vie, à des âges que moi, je connais un peu moins par rapport au public avec lequel je travaille. C'est toujours très enrichissant professionnellement. Comme mot de la fin, je pense que voilà, la formation, que ce soit pour les parents, pour les professionnels de l'éducation nationale, mais aussi pour les professionnels spécialisés, est indispensable. Il faut essayer vraiment de s'enrichir toujours davantage pour casser aussi toutes voilà, les perceptions de l'autisme qui se sont installées depuis des années et qui perdurent malheureusement dans certaines structures du médico-social, voilà, et qui entravent du coup le développement de beaucoup de personnes avec TSA parce que c'est du coup des conceptions qui sont pas du tout remises en forme et critiquées, alors que il faudrait. Alors je trouve que c'est indispensable de toujours continuer à se reformer pour être conscient des études et travailler aussi avec ces outils actuels. Quoi d'autre? Au quotidien aussi, j'encourage tout le monde, que ce soit voilà, des adultes, des jeunes, des mamans, d'essayer par l'éducation que chaque personne peut avoir et par l'influence que chaque personne peut avoir auprès des autres, de ses amis, de sa famille, de ses enfants, de véhiculer du coup ces valeurs d'acceptation de la tolérance, cette nécessité de voir aussi l'autre dans ses spécificités, dans sa différence. Je pense que voilà, personnellement, chaque citoyen auprès de son cercle d'amis, de famille, il doit faire aussi ce petit geste de véhiculer, de sensibiliser à la différence pour favoriser l'inclusion peut-être de cette personne quand elle grandira au sein de la société. Merci Laura. Clémence, ouais. Je vous remercie à toutes pour votre écoute et pour vos échanges et vos partages. Et en mot de la fin, j'ai eu l'opportunité de demander à un des jeunes avec qui je travaille, qui a 18 ans, de me parler un petit peu de l'inclusion et de son ressenti. Et une des phrases qu'il m'a dites, et voilà, je vous la transmettre, c'était « Pour mieux inclure, il faut arrêter d'exclure ». Et j'ai trouvé vraiment très belle et très juste. Donc, commençons déjà par arrêter d'exclure et après mieux inclure les personnes avec TSA. Effectivement, et là, ça me permet de rebondir sur le fait que c'est complètement de ma faute parce que au début du webinaire, je voulais effectivement introduire Jules, avec qui tu as pu échanger en amont du webinaire pour qu'il puisse nous faire partager ses remarques, ses points de vue, etc. Et moi, je voulais le remercier, même si je le connais pas et qu'il n'était pas forcément présent pendant le webinaire. Et surtout, désolé de ne pas t'avoir présenté au début de ce webinaire. Voilà. Merci du coup, Clémence, de le rappeler. Eh ben, écoutez, merci encore à toutes. Je crois qu'il y a Claire qui écrit quelque chose. Céline également. Je vais juste. Merci. Eh ben, merci à vous. Merci, bonne soirée et puis à bientôt. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée. Au revoir.